Bonjour. Bonjour Aurélie. Cet après-midi, nous accueillons Aurélie Wellenstein, qui est auteure de livres fantasy, c'est ça? On dit Mhm. comme ça? Voilà. Oui. Et on va vous présenter le parcours son parcours. Aurélie, on va se tutoyer parce qu'on se connaît déjà, hein. Nous, c'est l'association Délire qui organise ce festival Scientilivre. Cette année, il a une tournure un peu particulière. On se réinvente, on a innové, on fait Scientilivre 100% en live. Et c'est pour ça qu'on a dédié des pastilles comme ça, d'une demi-heure à peu près, pour chacun des auteurs qui ont bien voulu nous accorder de leur temps, comme toi, et on t'en remercie. Voilà, on va parler de ton parcours. Tu as une formation quand même très littéraire, puisque tu as fait des études de lettres modernes, mais tu es une très grande lectrice depuis toute ta plus tendre enfance, on va dire. Tu dévorais les livres, tu dévorais la littérature. Et ce parcours de lectrice et d'amoureuse des livres t'a amené à faire des études littéraires et ensuite t'a amené à l'écriture. Alors, tu as commencé à publier des nouvelles en 2003, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, tu es passé à l'écriture de romans. Ton premier roman date de 2013. C'est Le Cheval et l'Ombre, hein, voilà. Et depuis, tu n'as pas arrêté d'écrire. Tu en es à ton 11e ouvrage, je crois. C'est ça. Voilà. Et tu as choisi le fantasy et tu nous expliqueras pourquoi ce style-là. Alors, tu as eu pour tes romans plusieurs prix, et notamment un dont tu es quand même assez fier, et tu peux l'être, hein, tu peux l'être, je pense. C'est le prix bibliothécaire et des Imaginales que tu as eu pour ton roman. Celui-ci, c'était, alors que je dise des bêtises, c'est Mère morte. Voilà, Mère morte. Montre-le parce qu'en plus, moi j'adore tes couvertures, elles sont vraiment magnifiques. On aura l'occasion d'en parler. Voilà, Mère morte. Et donc, et qui ressort en poche cette semaine. Donc voilà, ton actualité, c'est plutôt ça. Alors j'aimerais voilà, on va peut-être commencer par, tu vas peut-être nous dire pourquoi le fantasy. Ouais, Pourquoi ouais. ce style-là? En fait, je crois que depuis toujours, j'étais attirée par le genre imaginaire. Mais c'est peut-être un peu comme tu le soulignais au début, aussi lié à des lectures, hein, à ce que j'aimais lire à l'époque. Parce que je me souviens très bien que ça va pas parler aux plus jeunes d'entre nous, mais quand j'étais gamine, je lisais les livres de Philippe Ebli, qui est un auteur, qui était un auteur pour la jeunesse, qui écrivait pour la Bibliothèque verte, des super petits bouquins pour les enfants avec des histoires fantastiques en fait. Les héros voyageaient dans le temps, il y avait des histoires avec des dinosaures, donc ça c'était formidable. Il y avait plein Ouais. d'histoires fantastiques et ça je pense que ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et par la suite, quand j'ai été plus âgée, j'ai découvert Stephen King. Donc Stephen King, j'ai découvert ça vers vraiment ado, j'avais 13 ans. Et je pense que ça a été assez déterminant aussi dans le choix du style. Donc Stephen King, surtout à l'époque, peut-être moins maintenant, mais à l'époque, était très réputé en tant qu'auteur d'horreur. Il était classé dans ce rayon qui n'existe plus en librairie aujourd'hui, mais qui est le rayon d'horreur. Et ouais, je pense que vraiment, ça m'a vachement bousculé dans mon parcours parce que si tu veux, quand tu es gamin, c'est pas vraiment construit. Tu as envie de raconter des histoires, tu as envie d'écrire, mais tu te dis pas, ouais, ok, je serai écrivain. Et quand j'ai commencé à lire Stephen King, là, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est vraiment ce que je voudrais faire. Et surtout, ce que j'aime beaucoup chez lui, il y a un côté très psychologique dans ces textes. C'est des textes fantastiques, c'est des textes horrifiques, mais c'est surtout des textes sur l'humain et qui parlent de l'humain, qui sont très fins psychologiquement. Et je pense que ça m'a vachement séduite. Et aussi, ce qui est très fort chez lui, c'est qu'il est très cinématographique. Donc, quand tu lis ses bouquins, quand tu lis ses histoires, tu as vraiment l'impression d'avoir des D'accord. images qui surgissent devant tes yeux. Tu as l'impression de voir un film se dérouler devant tes yeux. Et ça, même d'un point de vue technique, c'est quelque chose que j'ai beaucoup repris jusqu'à aujourd'hui parce que je le trouve très intéressant dans ses cadrages, dans ses éclairages. À partir du moment où, quand tu décris une scène, tu mets de l'éclairage, bah, paf, direct,
ça surgit dans la tête du lecteur. Le lecteur peut vraiment se représenter une image. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en lisant Stephen King. Donc voilà, au niveau du choix de l'imaginaire, c'est vrai que c'est sans doute aussi lié à ces lectures quand j'étais jeune. Mais récemment, j'essaye toujours d'écrire dans le domaine réaliste, et puis finalement, j'y arrive pas trop. Je suis toujours rappelée par l'imaginaire et la fantaisie. Le seul livre, si j'en ai deux, j'ai deux romans qui sont... Il y en a un qui est clairement réaliste, c'est Blé Noir chez Gulfstream, qui raconte là, une cavale de deux ados dans le sud de la France, autour de Nîmes, pour sauver un chien. Et puis après, ils font dans l'histoire, ils vont sauver ils vont sauver des animaux. Donc ça, c'est une histoire réaliste. Mais c'est la seule finalement que j'ai publiée, parce que l'autre, qui est un roman un peu historique, qui est La fille de Tchernobyl, qui raconte la catastrophe de Tchernobyl, il y a quand même une dimension fantastique qui est revenue. Donc j'y suis revenue. Tu y reviens même quand même un roman toujours. Historique. Voilà, c'est ça. Même en faisant un roman historique, je suis revenue à un élément fantastique dans la Tu rattrapes, c'est ça, oui. Ouais, rattraper. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai petit problème de connexion. Je ne sais pas si non, moi je ne vois pas. Ça se voit, mais je pense que nos spectateurs, non, très bien. Si c'est que moi, c'est pas bien grave. Aussi, oui, voilà. Donc en fait, tu nous disais que, d'accord, tu nous disais, tu reviens toujours à ce style parce que ça nourrit, tu es nourri de l'imaginaire de tes lectures passées. Et ça t'a donné l'envie de raconter des histoires sous ce format-là, quoi, en fait. Après, il y a quelque chose qui est intéressant aussi dans la dimension imaginaire et qu'on trouve, qui m'a été assez utile. C'est pas un joli terme, mais dans Mer Morte. Mer Morte, en fait, c'est un récit post-apocalyptique où la mer et les océans ont disparu. Oui. Et elle revient sous forme fantôme hanter les hommes. Alors en fait, il y a ce qu'on appelle des phénomènes de marée haute. Et quand la marée haute déferle, elle peut déferler partout, hein, même là où il n'y avait pas la mer avant. Elle peut déferler à Paris, à New York, à New York, la mer. Et donc, dans la marée fantôme, il y a aussi des animaux fantômes qui viennent se venger de ce que l'ont fait les hommes. D'accord. En fait, c'est une manière, si tu veux, à travers un prisme fantastique et fantasy, de parler de quelque chose d'actuel, en fait, de parler de ce qui se passe actuellement avec l'exploitation, la surexploitation de la mer et de l'océan. Donc, dans le roman, à travers les animaux fantastiques, tu parles d'un sujet actuel. Et ça, je trouve que ça a une dimension intéressante parce que ça te permet quand même de mettre une sorte de filtre. Tu vois, le filtre imaginaire avec une réalité qui est très dure, qui est une réalité de maintenant, qui est en train de se passer là actuellement, et de pouvoir faire tampon avec l'imaginaire. C'est aussi une manière d'évoquer les problèmes écologiques à travers la fiction, donc de ne pas faire un documentaire. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'on pêche 1 milliard de poissons, que c'est absolument terrifiant de se dire que voilà, qu'il y a de la surpêche, de la surexploitation, qu'on mange avec la pêche accessoire, on mange même pas ce qu'on prend. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui sont rejetés à la mer, il y a des dauphins qui sont pris dans les filets, qui vont s'échouer sur nos plages françaises. C'est des vrais carnages. Et donc voilà, d'évoquer ça, mais pas de l'évoquer de façon documentaire, de l'évoquer à travers des chiffres, mais de l'évoquer à travers une émotion et de l'évoquer à travers des personnages et à travers donc cette dimension fantaisie, magique, qui nous permet d'aborder des sujets durs, mais en même temps à travers vraiment la fiction. Donc ça, je trouve que c'est une dimension intéressante que nous permet... Oui, toi, tu as choisi... Tu as choisi de mettre un filtre, comme on pourrait parler des contes de la mythologie, avec cette dimension un peu philosophique où tu as ce filtre-là pour parler de sujets actuels, pour en attirer l'attention, mais de manière quand même moins catastrophique que le documentaire, voilà, la réalité crue, quoi. Tu as habillé la réalité pour mieux faire passer ton message, en fait. Ouais. Alors, je ne sais pas si on a des questions encore qui arrivent sur le chat, mais moi, j'en ai beaucoup à te poser, si tu veux bien y répondre, toi. Voilà, déjà, tu as répondu à la première.
pourquoi le roman fantasy. Et voilà. Et maintenant, j'aimerais savoir comment tu organises ton travail. D'abord, est-ce que tu ne te consacres qu'à l'écriture? Est-ce que tu as la chance de pouvoir vivre de ta plume? Parce que tellement peu d'écrivains ont la chance, je veux dire, d'écrire et de vivre de leur plume. Ou est-ce que tu as une activité à côté? Et dans ce cadre-là, comment tu organises? Tu consacres la moitié de ta journée, la moitié de ta semaine, un jour sur deux? Ou est-ce que tu te lèves très tôt le matin? Ou est-ce que tu écris dans le noir de la nuit? Comment est-ce que tu organises ton travail? Alors, effectivement, je ne fais pas que l'écriture. J'ai aussi un autre boulot à côté. Je travaille en addictologie dans un gros hôpital parisien qui donc est dédié à la prise en charge des usagers de drogue. Ouais. Ça fait longtemps que je travaille là-bas, ça fait 13 ans. C'est difficile, c'est un métier déjà très prenant, très socialement, c'est prenant. Oui, c'est vrai. En plus, je suis toujours à plein temps. C'est vrai que j'ai aussi demandé, bon, je suis en train de raconter ma life, c'est pas très intéressant. J'ai demandé à mon médecin-chef de passer à 80%, mais c'est pas possible. Donc, je suis toujours à temps plein. Et au départ, j'avais une organisation. Enfin, je trouve que l'écriture, si tu veux, c'est un peu comme une discipline sportive. C'est-à-dire qu'il faut aussi ça. Enfin, je dis il faut, c'est pas il faut. Il n'y a rien il faut en écriture. Chacun fait comme il veut. Disons que moi, je me suis astreint à une discipline comme un sport où je fais tous les jours, où je m'entraîne tous les jours. Donc, je trouve, à titre personnel, que quand tu es sur ces dynamiques-là, sur ces rythmes-là, tu muscles d'une certaine façon ta plume et c'est plus facile le soir, quand tu t'installes devant ton écran, de redémarrer parce que d'une certaine façon, tu es bien entraîné. Oui, Donc, tu as alors, chauffé, oui, ton muscle de l'écriture. exactement. Donc, j'ai commencé comme ça en travaillant, donc, normalement, sur des. Moi, je travaille en journée, je travaille pas de nuit. Donc, sur des horaires de journée. Et puis, quand j'arrivais le soir à 20h, au départ, je faisais 20h, 22h, vraiment, tous les soirs de travailler, sauf le vendredi. Et je trouve que ça m'a bien permis de me muscler, comme je disais. C'est un peu, moi, je compare ça à la course à pied, hein, parce que des fois, tu te dis, ah, j'ai pas envie d'aller courir et tout ça. En fait, si tu vas courir, après, tu es de plus en plus endurant. Et oui, et il y puis a, oui, dans tu y prends l'écriture. tu prends du plaisir. Aussi, ah oui, c'est très intéressant comme remarque, parce qu'effectivement, dans le sport, on peut se dire, ah bah mince, c'est drôlement des efforts, mais à la fin, quand tu as couru, bah, il y a les endorphines, et tu te sens super bien, et tu es super heureux d'avoir couru. Et avec l'écriture, c'est exactement pareil, quoi. Au départ, tu peux dire, ah bah non, j'ai envie d'aller regarder Netflix, j'ai envie de jouer à un jeu vidéo. Puis non, parce que après, tu t'installes, et puis tu es dedans, et puis tu t'éclates, et puis quand tu as fini, bah, tu es super content. Donc, voilà, c'est un peu la même chose que cette astreinte sportive. Et moi, je trouve que ça marche bien. Moi, je conseille plutôt aux jeunes qui ont envie de se lancer d'écrire de façon régulière, mais encore une fois, c'est pas obligé, hein, parce que si vous êtes très fatigué le soir, si vous êtes épuisé, en fait, vous allez plus vous faire du mal que du bien, parce que vous n'allez pas y arriver, vous allez dire merde, je suis nul, j'y arrive pas. Alors ça surtout pas, donc c'est pas le but. Donc si ça marche pas, il faut prendre un autre rythme, par exemple sur le week-end ou le matin avant de partir. Vraiment, chacun fait un peu comme il veut. Moi, je suis partie sur le soir, mais et voilà. Et donc là, je retrouve que maintenant, avec l'âge, c'est plus difficile, je suis plus fatiguée. Là, on a vécu une année très difficile avec la crise sanitaire. On est tous, je crois, très épuisés. Mais tous, hein, je ne parle pas du personnel soignant, je parle vraiment de tout le monde. Je pense que tout le monde est fatigué, tout le monde est affecté par ce qui se passe, par ce qui a pu lui arriver sur le plan personnel. Donc voilà, là, je trouve qu'écrire tous les soirs, c'est très dur. Donc, je suis passée depuis 1 an à peu près à un autre rythme qui me convient pas mal. C'est de poser des RTT, en fait. Et quand tu poses un RTT, c'est de travailler toute la journée. C'est-à-dire que tu n'es pas sur une session courte. Enfin, courte, c'est pas court, hein, 1h30, 2 heures, c'est pas court, mais voilà, c'est pas une session de 2 heures, c'est une session de 6 heures. 2 heures, 2 heures, 2 heures. Et là, je trouve qu'on avance bien et qu'on peut bien travailler. Quand même, avec l'écriture d'un roman, comme je le disais, c'est quelque chose où il faut être endurant, où il faut être persévérant. Il y aura des moments pas faciles, il y aura des moments où on en aura marre, où on sera découragé, et c'est à ces moments-là où il faut réussir à passer outre, quoi. Donc moi, personnellement,
au niveau de l'écriture des romans, j'ai une technique que j'appelle celle du sprint, c'est encore un peu en rapport avec la course à pied, c'est de dérouler l'histoire de A à Z sans m'arrêter. Sans trop me relire, sans trop me retourner sur le texte. Si je me relis, je vais trouver ça nul et je vais arrêter. Donc, c'est surtout pas le but. C'est donc que j'y vais, bille en tête, je fonce. J'écris le texte jusqu'à la fin. Et après, une fois que j'ai le premier jet qui est terminé, bah là, je vais pouvoir le retravailler et là, je vais pouvoir l'améliorer. C'est pas bon, hein. Vraiment, encore une fois, il ne faut pas s'imaginer que l'auteur, il écrit une première version qui est parfaite du premier coup. C'est pas ça du tout, hein. Il faut vraiment s'autoriser à se lâcher, à écrire comme on est, comme on a envie, dans son énergie, de laisser les choses couler. Et de toute manière, en fait, vous êtes tout seul, il n'y a personne qui vous lit, vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes porte fermée. Stephen King dit ça, il dit écrivez porte fermée. Vous êtes porte fermée, vous êtes tranquille, vous pouvez écrire de la merde si vous voulez. Et de toute manière, après, vous aurez le temps d'y revenir, vous aurez le temps d'y retravailler. Ça peut même durer des mois, vous pouvez prendre des mois pour faire ça, vous pouvez prendre 1 an, vous pouvez prendre 2 ans. Quand vous écrivez votre premier roman, vraiment, vous avez tout le temps et de retravailler jusqu'à ce que vous soyez satisfaite de la version finale. Et c'est celle-là, en fait, qu'on va envoyer aux éditeurs. Donc voilà, au niveau du rythme de travail, personnellement, c'est la régularité, la persévérance, et puis de se dire que de toute manière, on aura le loisir de retravailler le texte. Donc de ne pas s'inquiéter si on trouve que le texte n'est pas très bon sur le moment. Ça peut être bizarre de dire ça, mais moi, je pense qu'il faut avoir cette indulgence-là avec soi-même, parce que voilà, on peut être très dur avec soi-même, mais des fois, il faut être aussi indulgent et se dire, bah, de toute façon, tu y reviendras et puis tu l'amélioreras. Oui, voilà. Donc, toi, tu conseilles d'écrire, d'écrire tout ce que tu as sur le cœur, dans l'esprit, tous tes passages jusqu'à ce que tu obtiennes une version qui te satisfasse, en fait. Oui. Voilà, c'est ça, toi. C'est ça, et puis voilà, poser des journées parce que tu le en plus de faire des coupures entre ces deux univers, en fait. Oui. Ça te permet d'avoir tu fais ce que tu as à y faire. Exactement. Voilà. Et alors, là, tu viens de nous dire que tu écrivais tout ce qui te passait par la tête. Mais quand même, quand tu décides d'écrire un roman, tu établis un plan avec les personnages. Alors, est-ce que poser la question différemment. Est-ce que quand tu écris ton roman, tu as un plan précis dans la tête avec les personnages que tu vas faire intervenir et une idée de la fin, ou est-ce que ça te vient au fur et à mesure? Comment ça se Alors, passe chez toi? J'ai testé pas mal de méthodes. Moi, je suis plutôt... Il y a différentes méthodes qui sont pas tranchées, hein. On a tendance un peu à les trancher pour schématiser en disant qu'il y a la personne qui écrit sans plan et qui va laisser son récit se dérouler et écrire un peu comme un jardinier qui pousse une graine et puis qui regarde la plante pousser dans tous les sens et puis après qui va retailler. Et puis d'avoir la personne qui est plus architecte. Oui, là on est dans Insolite Nature, là, c'est le texte qui pousse comme on une est en plein dans le thème, là, c'est super. Et l'architecte qui, lui, va être sur un plan précis. Moi, j'ai des copines qui m'impressionnent avec ça, hein, qui, en fait, l'écriture du roman, pour elles, c'est vraiment l'écriture du synopsis et qui font un plan archi détaillé. Et finalement, après, quand elles vont passer à l'écriture elle-même du texte, bah, tout est déjà fait parce qu'elles vont suivre très, très fidèlement ce plan. Moi, je ne suis pas comme ça parce que j'ai besoin de cette espèce de liberté que laisse le travail sans plan, parce que je trouve que ça permet de faire émerger des idées de façon un peu sauvage, et ça, je trouve ça intéressant. Par exemple, je ne connais jamais la fin à l'avance, mais alors ça, jamais, hein. Et c'est quelque chose que je fais volontairement, parce que je trouve que oui, la c'est fin... surprenant, ça. Oui, je sais, mais la fin qui va émerger sera surprenante pour le lecteur aussi. Parce que moi, elle m'a surprise.
Donc, si moi, elle me surprend en tant qu'auteur, je sais que ça va marcher aussi pour le lecteur. Et dans tous mes bouquins, je sais par le retour que me font les lecteurs à travers les chroniques, les blogs, les réseaux sociaux, que franchement, je n'ai pas ou rarement vu de dire ah, bah, oui, j'avais tout vu venir à l'avance. En général, les gens sont surpris et je pense que c'est aussi le fait que moi, je savais pas et j'ai laissé cette fin émerger dans ma tête aussi. Donc, l'écriture sans. Alors, c'est pas une écriture sans plan parce que je trouve aussi plus sécurisant quand même à la base de faire un petit schéma avec les principales étapes. C'est Oui, quand maintenant, même. je fais cet entre-deux qui me semble assez satisfaisant, où en fait, où tu mets les grandes étapes sur le papier avant de démarrer. Et puis, toi, après, c'est pas broder, hein, c'est pas broder, c'est pas le bon mot, mais Non, tu vas laisser courir ton imaginaire aussi. voilà, tu vas rejoindre les points, tu vas marcher d'un point à l'autre, et la fin, en fait, comment dire, va émerger d'elle-même. C'est le but. Normalement, si le texte il marche bien, si le texte il fonctionne bien, la fin elle arrive toute seule. J'ai jamais été vraiment en galère avec les fins. Après, la fin, elle peut ne pas plaire au lecteur, ça, je suis désolée. Mais en tout cas, c'est celle qui s'est imposée avec le plus de force. Et pour moi, du coup, c'est celle qui est juste. Donc voilà, encore une fois, les gens peuvent tester des choses différentes, peuvent tester l'écriture avec un plan très précis, sans plan, en laissant émerger. C'est vraiment ce qui est le plus confortable pour la personne, hein. Ouais. À partir de cette ossature, tu laisses aller tes personnages un petit peu. C'était leur destinée. Ouais. Oui, oui. Ouais, De les laisser aussi. J'aime bien quand le personnage prend le lead, prend le contrôle du roman. Moi, ça me dérange pas du tout. Je sais qu'il y a des auteurs qui font ah là là, mes personnages, ils sont en train de partir dans une direction, je voulais pas. Je vais les remettre dans le droit en chemin. marche, dans le droit chemin. Non, non, moi j'aime bien. Je trouve que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais les personnages, quand ils sont vivants, comme ça, quand ils font des choix inattendus, quand ils empruntent des routes, des chemins de travers, moi je trouve toujours que c'est plutôt un bon signe. C'est que le texte il vit et qu'il est organique. Voilà, Comme une plante. voilà, tes personnages ont leur propre caractère et effectivement, ils vivent à travers tes romans. C'est ça aussi qui est important. Et ils te donnent aussi la voie qu'ils ont envie d'emprunter. Mm, Après, à toi de les faire cohabiter les uns avec les autres. mm, Et, mm. mais ça, c'est important, ça. Cette vie, tu n'es pas toute seule quand tu écris ton roman, quoi. Tu écris avec tes personnages, alors. En fait, vous écrivez à plusieurs. Ouais, mais je crois que les auteurs, ils sont pas tout seuls dans leur tête, ça Ah, c'est ça, je clair. te laisse. Je n'aurais pas osé le dire. Mm. Je te laisse, je te laisse libre de ce propos. Mais bon, j'avoue que quelquefois, Ouais. on se pose la question. Alors, toi, tu écris avec tes personnages, mais il y a aussi une autre personne qui, pour moi, est importante dans tes romans, et surtout les derniers, là, c'est l'illustrateur. J'ai trouvé, voilà, alors si on peut, toi, tu as montré le dernier, mais tu vois, moi, j'en ai d'autres ici. Voilà, tu vois, par exemple, Lou Chantant, moi, je trouve que ça, tu as celui-là, là aussi, hop, là, voilà, le dieu oiseau, et puis aussi le roi des fauves. Mm. Voilà, 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 comme ça. Je trouve que les illustrations sont splendides. Vraiment, tu as un illustrateur, alors on va le citer, hein, c'est, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est Aurélien Polis. Voilà, Voilà. Aurélien Polis, qui fait des magnifiques couvertures. Et je crois qu'on peut lui rendre hommage. Et il rend hommage à tes livres, en fait. Il souligne le propos de tes livres. Et je trouve que c'est splendide d'avoir ce lien avec ton illustrateur. Moi, je trouve que c'est magnifique. Elles sont magnifiques, ces couvertures. Elles ont un sens. Mm. J'ai eu beaucoup de chance en fait parce que quand j'ai publié mon premier roman chez Scrino, donc Le Roi des Fauves, l'éditeur m'a dit bah voilà, on va proposer à Aurélien Voilà. Polis de faire Tiens, voilà, je le remontre, le ouais, roi des fauves, là, voilà, qui est super, vraiment l'illustration superbe. de couverture.
Donc, il me dit, est-ce que tu veux lui donner des indications sur ton roman? Donc, je dis, bah oui, bien sûr. Donc, moi, je lui dis, voilà, la couverture, elle pourrait être comme ci, comme ça pourrait être chouette. Et en fait, Aurélien Polis, il a rendu la couverture, et c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça, et c'était incroyable, parce que c'était vachement mieux, en fait, que ce que j'avais dans la tête. C'était vraiment mais 1000 fois mieux, quoi. C'était la couverture du Roi des Fauves et toutes sont une incarnation en fait très puissante du roman dans le Roi des Fauves. Je trouve que c'est même une couverture qui fait du bruit, c'est une couverture qui fait du vacarme. Il y a vraiment un déferlement animal. Ah oui, oui, là, l'oiseau, enfin, le corbeau, là, l'oiseau, Ouais. c'est vraiment un cri. On le sent, on Ouais. entend le cri. Ouais. Je sais, voilà, là, je le Ouais. remontre parce que vraiment, on l'entend. On Ouais. Vous l'entend, voyez, voilà. il y a un loup, il y a les bois de serre, il y a un Oui, ours, il y c'est a un ours magnifique. sur le Ah oui, banc. oui, 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 Il y a une oui, sorte tout de à oui. cascade, une cascade animale. Et ça c'est en fait Aurélien, donc Aurélien Polis, c'est la façon dont il a travaillé. En fait, il va pas écouter vos indications un peu faibles. Non, non, lui, en fait, il va lire le roman. Et en fait, il va dessiner ce qui lui est venu comme une sorte de flash. En fait, il raconte que quand il lit, il a un flash qui lui vient. Et c'est ça, mais ça lui vient avec une puissance, avec une force. Et en fait, il ne pourrait pas dessiner une autre couverture. Du coup, c'est même hyper dur pour lui quand on lui demande de refaire une couverture. Ce qui a été le cas pour Mère Morte. Parce que donc, mes bouquins sortent 2 fois. Ils sortent en grand format chez Scrinéo. Et 2 ans plus tard, ils reparaissent en petit chez Pocket, moins cher. Donc là, c'est pour ça que Mère Morte va revenir en poche jeudi prochain en librairie. Et Pocket lui a demandé de refaire une couverture parce qu'il voulait une autre dimension du roman. Parce que là, la couverture du grand format, c'est l'accent sur le dauphin, sur l'animal. Et eux, ils voulaient plus la couverture sur l'accent sur le bateau. Parce qu'en fait, il y a un bateau fantôme dans Mer Morte. Donc, ils voulaient mettre l'accent sur le bateau fantôme. Donc, Aurélien a dû refaire une couverture. Et ça, c'est vrai que pour lui, il a dit que c'était difficile. Et il a magistralement réussi. En plus, il a même réussi à faire ça. À faire 2 coups. Je vous laisse regarder la couverture sur Internet parce qu'elle vient de sortir, elle vient d'être révélée. La couverture du Pocket. Et il a réussi à faire deux couvertures pour le même texte, et les deux incarnent parfaitement le roman. C'est incroyable. C'est vraiment, en fait, lui, il a une dimension d'artiste, une dimension artistique qui est, qui est brillante, qui est brillante. D'ailleurs, il est très, très apprécié des lecteurs. Ah, une anecdote, il y a Scrino qui vient de faire un sondage sur... Scrino, c'est l'éditeur des grands formats. Oui. Sur, ouais, sur quelle est la couverture de vos grands formats préférés chez Screenéo. Et donc, ils ont mis plein de couvertures. Et en fait, il y a eu les 3 couvertures qui sont arrivées en numéro 1, c'est 3 couvertures d'Aurélien Polis. Ah Donc, ben oui, mais tu vraiment, vois, oui, oui. il a Mais aussi la faveur des lecteurs. Et moi, je ah le ben vois oui, en parce qu'elles salon. sont. Ouais. Je vois en salon comme les lecteurs sont attirés par son travail et me disent, mais notamment Les Loups Chantants, qui est une couverture qui a énormément plu, énormément séduit, où les gens disent, mais ouais, c'est vraiment une merveille. Donc je suis extraordinairement chanceuse et heureuse d'être en binôme avec lui sur la couverture, parce que la couverture, c'est hyper important pour un roman. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Alors, tous tes romans, comme tous les romans et tous les livres sont sur sur le site de notre. Vous pouvez aller sur notre site scientilivre.org et vous allez avoir notre partenaire, la librairie Ombre Blanche, qui est très connue à Toulouse parce que c'est une vraie librairie. Et on peut retrouver les livres de tous nos invités, notamment les tiens, évidemment. Vous pouvez les acheter en ligne et après, vous pouvez aussi les acheter aussi près de chez vous. Mais là, vous allez cliquer, vous allez trouver tous les livres d'Aurélie et les autres invités. Voilà, je suis ravie d'avoir fait cet entretien avec toi. Merci, merci beaucoup, moi aussi. J'espère que, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'espère que je ne t'ai pas coupé la parole à des moments un peu incongrus, non, j'espère, parce que
Voilà, donc je crois qu'il est temps de dire au revoir à tous nos invités, Au de revoir. remercier une fois de plus Aurélie et de rendre la parole pour les auteurs suivants. Voilà, je te remercie bien Au et revoir. j'espère qu'on aura le plaisir de t'accueillir physiquement dans peu de temps, Ouais, quand tout sera un petit peu moi aussi. plus normal. Voilà. Ouais. Merci Bon beaucoup. après-midi. À Au bientôt. revoir. Merci Aurélie. Au revoir.